Nous sommes le 2 mars 2024 et cette journée va être marquée par la clôture du Conseil consultatif de la jeunesse après que l'on ait donné la directive selon laquelle l'année 2024 a été réservée, dédiée à la jeunesse. Mais vous savez, même si on dit que la population, la jeunesse représente 76% de la population congolaise, il y a 24% des autres Congolais. Et parmi ces autres Congolais, il y a ceux qu'on appelle au Congo les maltraités, les serpents sans venin, les retraités. Et aujourd'hui, je veux également, pendant qu'on se préoccupe de la jeunesse, avoir une pensée particulière sur ces retraités, ces gens qui ont consacré leur vie au service du pays, qui ont rendu de grands services et qui aujourd'hui se trouvent pour la plupart dans des situations extrêmement difficiles. Il ne faut pas que les retraités soient les oubliés de la République. C'est pour ça qu'au moment où, à la dernière émission, nous avons parlé de la justice à deux vitesses, nous avons même assez souvent parlé du terme injustice, nous avons pensé, essayé d'évoquer la situation des retraités, qui n'est pas souvent connue par l'ensemble des Congolais et qui mérite une attention tout à fait particulière parce qu'il s'agit d'une couche de la population qui est extrêmement vulnérable. Comment se présente cette situation? Évidemment, de façon brève, je peux dire de façon synthétique, que l'État congolais doit beaucoup d'argent aux retraités, à ces gens qui lui ont rendu d'énormes services. Et la situation se présente par ceci. Il y a d'abord un mot que certains vont découvrir, c'est les arriérages. Il s'agit de les évaluer correctement et de les apurer. Mais certains diront, mais les arriérages, il s'agit de quoi? Il s'agit en fait, lorsque vous partez en retraite, des sommes qui vous sont dues entre le moment où il y a la prise de la cessation de fonction et le moment où vous êtes pris en charge par la caisse de retraite de fonctionnaires. Donc, il y a comme une période de flottement au cours de laquelle vous ne touchez absolument rien parce que vous êtes en train de suivre votre dossier dans les bureaux, etc., jusqu'à ce qu'il sorte et qu'il puisse être enregistré au niveau de la caisse des retraites de fonctionnaires. Et ces sommes sont extrêmement importantes. Elles sont variables selon les retraités, selon le temps qu'ils ont mis pour attendre effectivement le paiement de leur pension. Ça peut être de 10 mois, ça peut être de 30 mois, ça peut être de 60 mois. Figurez-vous que si c'est 60 mois et que vous touchez par exemple une pension de 200 000 francs, ben, ça représente quand même une somme globale de près de 12 millions de francs. Et il faut que ces situations soient véritablement réglées et qu'on puisse regarder la situation. Au-delà des arriérages, il y a le terme qui est plus connu, c'est les arriérés, c'est-à-dire la pension qui n'a pas été payée au moment convenu. La pension devait être payée au mois de mai et rien n'a été payé. Et généralement, ça concerne tous les retraités. Au Congo actuellement, l'État doit pratiquement près de 39 mois d'arriérés aux retraités. Vous voyez que c'est une masse d'argent extrêmement importante et à mon avis, il faut que cette situation soit regardée de près. Mais au-delà de ça, il y a le problème qui préoccupe les retraités. C'est le problème du point d'indice et de l'harmonisation au point d'indice. Il s'agit de quoi? Il s'agit de ce que, à partir de 2014, un décret a été pris pour faire évoluer le point d'indice. Et le texte qui avait été pris fixait le point d'indice à 300 francs, mais le faisait échelonner dans le temps, de sorte que du 1er janvier au 31 décembre 2014, le point d'indice est passé à 225. Du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015, le point d'indice est passé à 250. Du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016, le point d'indice est passé à 275. Et finalement, le point final, du 1er janvier 2017 au 1er janvier au 31 décembre 2017, le point d'indice est passé à 300. Et aujourd'hui, il est toujours à 300. Mais le problème, c'est que
Les retraités n'en ont pas bénéficié. Alors qu'il y a un texte qui dit clairement que toute augmentation de traitement entraîne automatiquement la majoration de la pension ou bien de la rente. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque le 1er janvier 2014, le point d'indice est passé à 225, mais pour les retraités, le point d'indice devait également passer à 225. Ça n'a pas été le cas. Donc, on a vécu comme une injustice. Et je dis bien une injustice parce que la situation a évolué au niveau des fonctionnaires, elle n'a pas du tout évolué au niveau des retraités. Et ça s'est passé comme ça chaque année. Maintenant, le problème, c'est lequel? Le problème maintenant, il faut regarder et évaluer tout pour que cette masse d'argent soit payée aux retraités. Et aujourd'hui, les retraités vivent difficilement alors que l'État leur doit des masses extrêmement importantes de l'argent. Si vous prenez quelqu'un qui a une pension, par exemple, de 300 000 francs, prenez rien que les 39 ou 40 mois d'arriéré, multipliez 300 000 francs par 40, vous voyez bien ce que ça fait comme somme. C'est une somme extrêmement importante et les retraités ont besoin de ça. Certains pour reconstruire leur vie, parce que vous avez vu que certains ont même vu leur maison emportée par les érosions, etc. Mais le problème ne s'arrête pas seulement là. Il y a un aspect que les retraités ont souvent posé et régulièrement posé. C'est quel aspect? Il y a eu le détournement de 9 milliards de francs CFA, représentant les pensions de novembre et décembre 2016. L'argent, selon le directeur général de la CREF, avait bien été transféré du Trésor dans un compte de la CREF à la LCB. Et selon le directeur général du Trésor, cet argent a été porté disparu. On a eu la chance que lorsque l'Amir Nguele était directeur, président de la Commission nationale de lutte contre la corruption, la concussion, la fraude, etc., il y a un rapport qui a été fait. Cette affaire est arrivée en justice. Et comme le directeur général de la Crève le dit si bien, ce dossier ne peut pas être dans la poussière. Et ça revient à ce que j'ai dit au cours de la dernière émission. Nous avons une justice à deux vitesses. Et vous voyez que c'est l'un des aspects qui apparaît, qu'il y a la protection des gens qui ont détourné des sommes importantes. Là, il s'agit de 9 milliards. Et je pense, je ne suis pas policier, je ne suis pas de la police judiciaire, mais je pense qu'en matière d'enquête, il ne devrait pas avoir longtemps pour déterminer parce qu'on sait bien que ça a été déposé dans un compte. Et si on va à la banque, on peut bien savoir qui a retiré cet argent et démarrer correctement cette enquête. Donc, nous tenons déjà à le relever, mais le relevant, nous abordons un problème. Comment mettre fin à la souffrance des retraités? Et assez souvent, nous avons fait des propositions. Nous avons fait un certain nombre d'analyses et nous avons dégagé un certain nombre de pistes. La première piste, je ne vais pas encore développer trop longtemps ces thèmes. La première piste à laquelle nous avons pensé, c'est la réduction du train de vie de façon générale, surtout au niveau des institutions de la République. Cette réduction du train de vie qui doit être vue à ce niveau, non pas seulement en termes de réduction des effectifs de toutes les institutions de la République, mais également en regardant la réduction des conditions de rémunération de tous les membres de ces institutions pour qu'on puisse avoir un gain, puisque tout le monde reconnaît que nous sommes dans une grave crise économique et sociale. Le deuxième point sur lequel nous avons souvent avancé, et là aussi j'ai assez souvent parlé de ça, ben c'est la lutte contre la corruption. Vous avez les dossiers, les excédents budgétaires des 14 000 milliards, vous avez le FIGA,
Vous avez les malversations financières au fonds de soutien de l'agriculture. Vous avez l'argent qui a été débloqué pour une route imaginaire de 137 kilomètres. Bref, nous avons toujours pensé et nous avons même toujours été surpris que la ligne lutte contre la corruption n'apparaît pas lors de l'élaboration des budgets. Et ce qui nous surprend, c'est que assez souvent, nous apprenons que ces budgets ont l'assentiment du Fonds monétaire international et nous ne comprenons pas qu'on puisse oublier une telle ligne. La troisième piste à laquelle nous pensons assez souvent, s'agissant de cette démarche, et c'est laquelle? Ben, c'est l'application des textes, l'application de la loi en ce qui concerne la déclaration du patrimoine. Parce qu'il y a un article 12 de la loi portant obligation de déclaration du patrimoine qui dit clairement que lorsqu'il n'y a pas la déclaration de patrimoine ou lorsqu'il y a une fausse déclaration, etc., ben, la personnalité est sanctionnée et elle peut être amenée à payer une somme équivalente au quart de la valeur de son patrimoine total, ce qui représente une somme extrêmement importante. Et vous avez, pour finir sur cette rubrique, vous avez, et nous avons toujours défendu cette idée, surtout lorsque nous avons vu sur les réseaux sociaux. Malheureusement, on a constaté que lorsque ces informations sur les réseaux sociaux circulent sur les réseaux sociaux, on n'en fait pas attention, mais on a vu lorsqu'il y a eu la CAN, une vidéo qui a fait apparaître clairement que la Côte d'Ivoire aurait construit tous les stades qui ont servi à la CAN avec 200 milliards de francs CFA, alors que rien que l'unique stade du Congo aurait coûté 400 milliards. Et nous pensons que si on utilise ces pistes, pas seulement pour les retraités, mais pour le développement du Congo en général, on peut trouver de l'argent. Mais pour terminer, avant de terminer l'émission, je tiens à aborder une question qui me préoccupe et je l'apporte à votre connaissance. La question qui me préoccupe est la suivante. Il circule sur les réseaux sociaux un certain nombre de lettres et un certain nombre de correspondances. Et nous sommes obligés de revenir sur ces correspondances parce qu'elles touchent, à notre avis, la vie de notre pays et la crédibilité du gouvernement. Je vais commencer par la première. La première, je peux vous la montrer. Il s'agit d'une lettre qui circule entre le ministre Bruno Itoie et puis le directeur général, le président directeur général de la SNPC, je crois. Non, plutôt le directeur général de la SNPC. Et sur cette lettre, je vais vous lire les passages qui m'ont préoccupé et qui me préoccupent parce que je considère que ça pose des problèmes sur la gouvernance de notre pays en général. Dans cette lettre, qu'est-ce que j'ai pu lire? Je vous lis deux passages qui m'ont intéressé. On parle d'un blocage, le ministre Itoie Bruno parle d'un blocage qui serait créé par le directeur général de la SNPC et il dit ceci. Ce blocage constitue non seulement un manquement à l'autorité du ministre, mais aussi un obstacle au bon déroulement de la transition opérationnelle prévue, affectant de manière négative l'exploitation du permis et, écoutez bien, et les intérêts stratégiques de notre pays dans le secteur énergétique. Et dans la lettre, on continue, il est impératif que la SNPC collabore pleinement avec Trident OGS pour assurer une transition fluide et efficace dans l'intérêt supérieur de la nation et du secteur pétrolier. Dans l'intérêt supérieur de la nation. Vous voyez bien qu'on touche un domaine extrêmement sensible. Et ça amène à se poser un certain nombre de questions. Qui du ministre et du directeur général de la SNPC défend mieux à la fois et les intérêts stratégiques de notre pays et l'intérêt supérieur de la nation? C'est des problèmes extrêmement graves. La gestion de notre pétrole a toujours posé des problèmes. Et à la conférence nationale, on avait toujours relevé le caractère opaque de cette gestion. Toujours poursuivant dans les questions, je m'interroge personnellement, qui de la SNPC et de Trident, OGS, etc., est mieux placé pour défendre les intérêts de la République?
sinon l'intérêt supérieur de notre nation. Et je crois que la lettre du ministre des hydrocarbures pose fondamentalement un problème de la gouvernance dans le secteur pétrolier. Et moi, je suis surpris. Je suis surpris. Alors qu'on a fait des grandes déclarations pour dire que les institutions fonctionnaient correctement, etc., je suis surpris que devant des problèmes d'une telle importance, ni l'Assemblée nationale, ni le Sénat, aucune de ces institutions ne réagit. Où sommes-nous? Où sont les contre-pouvoirs? Et qui va régler ce conflit? Puisqu'il s'agit, semble-t-il, des problèmes qui auraient pu être considérés comme réglés en Conseil des ministres, mais qui ne sont pas, parce qu'il faut apparaître clairement qu'il y a un conflit entre le ministre des Hydrocarbures et le directeur général de la SNPC. Alors moi, je rappelle aux Congolais que je tiens beaucoup à ce problème. J'attache du prix à ce qu'il y ait la justice sur ce genre de problème. J'interpelle le Premier ministre, chef du gouvernement. Je rappelle au gouvernement qu'il faut qu'ils aient toujours à l'esprit que le président Pascal Lissouba, président démocratiquement élu, a été jugé dans ce pays pour le dossier d'Oxy, qui, je me rappelle, si mes souvenirs sont exacts, c'était pour un montant de près de 150 millions de dollars, c'est-à-dire l'équivalent de 90 milliards de francs CFA, et il a été sévèrement puni avec 4 de ses ministres. Donc, il n'est pas question qu'il y ait eu justice, sinon sanction pour les uns et qu'il y ait impunité pour les autres. Je crois que c'est un des aspects sur lesquels nous reviendrons assez souvent. Le deuxième aspect sur lequel j'attire l'attention du gouvernement, non, il faut que le gouvernement arrête. Il y a comme un théâtre, il y a comme un spectacle. On découvre sur les réseaux sociaux, notamment s'agissant du ministère des petites et moyennes entreprises et de l'artisanat, des courriers assez fréquents. J'en ai découvert les dernières correspondances sur lesquelles je vais revenir. J'ai découvert une correspondance de Madame Nicolo à Monsieur Diatou, je crois, qui est conseiller du Premier ministre, toujours sur cette affaire du FIGA. Ensuite, j'ai découvert une correspondance du Premier ministre à Madame Nicolo, toujours sur cette affaire. Mais soyons sérieux. Les choses ont été dites clairement. Tous les Congolais savent qu'il y a eu flagrance au niveau des détournements des deniers publics au niveau du FIGA. Tout le monde sait que le directeur général avait été suspendu. Tout le monde sait qu'à la suite de cette suspension, beaucoup de pièces comptables ont circulé dans les réseaux sociaux faisant apparaître que la ministre était également impliquée. Curieusement, qu'est-ce que les Congolais ont vécu? Les Congolais ont vu, ont suivi que la Commission économie, finance et contrôle budgétaire de l'Assemblée s'est réunie. Madame la ministre a été convoquée. Le directeur qui a été suspendu a été convoqué. Et depuis, c'est un silence total. Et je crois que les gouvernants oublient un certain nombre de déclarations. Je vais vous en rappeler quelques-unes. Le gouvernement ne peut pas oublier qu'il a dit que dans ce pays, hélas, ce pays n'est pas, hélas, exempt de corruption, de concussion, de fraude, de détournement de deniers publics. Et là, il a été précisé. Ici, ce sont les gouvernants qui sont interpellés. Et vous voyez qu'on donne la preuve que les gouvernants, ils sont bien impliqués dans ces affaires, mais ils ne sont nullement inquiétés. Quel est ce pays qui peut tolérer ce genre de situation? Et je continue sur ce qui a été dit dans le message sur l'état de la nation de 2018. Face aux délits économiques, quels qu'ils soient, il n'y aura ni menu fretin, ni gros poisson. Tout passera dans la nasse de la justice et du droit. Seule prévaudra la loi. Mais où sont passées toutes ces déclarations? Elles sont bien du gouvernement. Et le gouvernement prouve aujourd'hui qu'il est baigné dans beaucoup de situations de mauvaise gouvernance, au-delà du bruit que l'on fait. Et pourquoi? Pourquoi dans ce pays, il y a deux poids, deux mesures? Pourquoi il y a des Congolais qui peuvent être traduits devant la justice? Et pourquoi il y a d'autres Congolais qui en sont protégés? Pourquoi cette situation du FIGA continue encore à être vue sous l'angle de paiement des salaires du directeur général qui a été suspendu? Mais il faut que ce problème soit définitivement réglé au niveau de la justice.
On a parlé de flagrant délit pour les jeunes du lycée du 5 février 1979. Mais qu'est-ce qu'on a vu? Ben, on les a vus être présentés au procureur de la République adjoint. Pourquoi dans ce cas, on n'avance pas? Quel est le pays que nous voulons construire? Pourquoi on veut faire apparaître comme des privilégiés, comme des Congolais, mais qui ne respectent pas la loi, qui sont dans des cas, dans des scandales économiques et financiers? Donc, il y a tellement de scandales économiques et financiers dans lesquels les gouvernants sont impliqués et pour lesquels ils sont silencieux. Et nous l'avons souvent dénoncé. Ils ont choisi de protéger ceux qui se sont enrichis de façon illicite, ceux qui ont plongé le pays dans la crise. Et le faisant, ils ont en fait fait le choix de plonger les Congolais dans la misère, dans la souffrance. Et ce n'est pas une très bonne chose. Et avant d'aller à la conclusion, je voulais interpeller le président de la République. J'ai encore relu cet article 77, article par lequel le président de la République prête serment lors de sa prise de fonction. Mais l'un des aspects sur lesquels il revient, c'est qu'il prend l'engagement. Il prend l'engagement de garantir la paix et la justice à tous. Et on se rend compte que le pays le Congo, notre pays, nous le déplorons. C'est un pays où il y a une justice à deux vitesses. C'est une injustice flagrante. Et je crois qu'il faut que les gouvernants prennent en compte sérieusement cette situation. J'interpellerai également le Premier ministre en disant, au sein de son gouvernement, il faut qu'il prenne des dispositions. Il faut qu'il ait davantage d'autorité pour que les correspondances que nous découvrons dans les réseaux sociaux, etc., ne circulent plus et qu'il puisse régler avec autorité ces problèmes, quel que soit le niveau où ces problèmes se posent. Maintenant, pour terminer, je dirais tout simplement, j'ai voulu rappeler au gouvernement que même si l'année 2024 est déclarée année de la jeunesse, elle représente 76% de notre population, c'est tout à fait normal qu'on lui accorde une attention particulière. Mais il y a 24% de la population qui est là, parmi lesquels il y a les retraités de la crève. Ils sont en souffrance. C'est une couche extrêmement vulnérable. Elle ne demande qu'une chose, être rétablie dans ses droits. Et vous vous rendez compte que depuis 2014, les retraités vivent une situation que nous trouvons à la fois inacceptable et intolérable. Les gouvernants n'arrivent même pas à prendre les dispositions pour que tous les retraités soient alignés à l'indice 300, ce qui serait une première étape avant de regarder les autres problèmes. Et moi, je suis de ceux qui ont toujours pensé qu'il faut le courage et la volonté politique pour récupérer l'argent qui a été dilapidé du trésor public. Assez souvent, nous avons donné les pistes de travail. Assez souvent, les cas, ils sont là. Le FIGA est l'illustration frappante de cette situation que les Congolais ne tolèrent plus. Et il est bon que les gouvernants prennent leurs responsabilités pour résoudre ces problèmes. Donc, je lance encore un cri de cœur. Je pense que les gouvernants seront sensibles à ce cri de cœur et je pense que le Congo a les moyens de se sortir de la crise sans avoir recours au Fonds monétaire et à la Banque mondiale et aux autres institutions. Vous rendez compte, nous sommes pratiquement à un an de la fin de notre programme, de l'accord que nous avons signé avec le Fonds monétaire pour la période 2002-2024. Et vous vous rendez compte que même sur le plan de la lutte contre la corruption, nous n'avons pas évolué. Mais nous ne nous développerons pas si nous ne réglons pas ce problème. Donc, encore une fois, j'attire leur attention, qu'ils accordent une attention particulière au problème des retraités, qu'ils règlent ne serait-ce que dans un premier temps que le problème de l'harmonisation de l'indice à 300 pour tout le monde, et le reste, je crois que c'est négociable, c'est tellement avec les syndicats. Mais chaque fois que nous suivrons, nous élèverons notre voix. Donc, chers téléspectateurs, j'ai voulu toucher un peu la fibre sensible des Congolais en ce qui concerne ce qu'on appelle les personnes du troisième âge. Et je souhaite que le gouvernement y accorde une attention toute particulière. Je vous remercie et souhaite que nous serons présents au rendez-vous pour le samedi 9 mars 2024 et nous aurons toujours un thème à développer.
Je vous remercie et vous remercie pour votre aimable attention. À la prochaine.